bonjour tout le monde, salut les amis. On est de retour en live pour un nouveau 100% EJE. Nous allons inviter Sarah qui va nous rejoindre très bientôt. C'est parti, on y va. Bonjour Pontillon. On va attendre, il n'y a que toi pour l'instant. Aujourd'hui, on va parler de l'EJ en pédiatrie, qui a aussi de l'expérience en IME, en MEX. Bonjour Maïka Souris. Margot. Bonjour Margot. Je suis toujours actuellement en attente de Sarah, qui c'est son premier live, donc qui essaie de trouver comment faire. Alors, elle ne peut pas participer, on va retenter le coup avec Sarah. Tchouk, tchouk, tchouk. Bonjour Gwendoline. Sinon, je fais le live toute seule, mais c'est pas intéressant parce que j'ai très peu d'expérience à l'hôpital. Un petit peu. Bonjour Nathanaël. Bonjour Victoire. En attendant, je vous dis bonjour à tous. J'espère que votre week-end se passe bien, que vous avez quand même pu rejoindre un peu votre famille. Il y en a qui sont en vacances en plus, je crois, depuis hier. Bonjour Solène. Nous attendons Sarah, qui est actuellement absente. Peut-être une musique d'ambiance pour vous faire patienter en attendant que Sarah arrive. Bonjour Céline, bonjour Yuna. Sarah ne peut pas participer. Ah, ça y est, la voilà. Allez Sarah, je relance et je te réinvite. Hop, normalement, il va s'afficher un petit truc. Tu pourras accepter. Voilà. Bonjour Céline, bonjour Solène. Ça va, on t'attend. Ça va, on t'attend. Bonjour Roxane, bonjour Anna Tidiane. Normalement, ça t'a indiqué que je t'ai invité en dessous. C'est très pratique, c'est moderne. J'espère que tu captes bien là où tu es également. Bonjour Aya. Je capte mal, ça bug. Ça va poser problème. Est-ce que tu as vu le petit onglet qui te proposait de me rejoindre? Non, Sarah ne peut pas participer. On va recommencer. Ah, là je vois quelque chose. Envoyer une demande. Ah, c'est bon, on me voit? Je te vois. Alors dans le mot Ah, silence, par contre, il faut tourner ton téléphone. en fait, ça. Voilà, parfait. Voilà. Super. Tout petit. Comme ça, c'est bon? Voilà, parfait. Voilà. Ça y est. Bonjour! Alors, Désolée, je capte un peu mal, donc voilà. c'est pas grave, tant qu'on comprend ce que tu dis, bouge pas trop et ça va aller. Bonjour Aude et bonjour Audrey, bonjour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Comment vas-tu Sarah? Ça va, ça va. Du coup, les gens me voient aussi de mon compte à moi, c'est ça? D'accord, je savais pas. Ça met la pression. Non, tout va bien. Il n'y a pas grand monde encore. Bonjour Claudine, alors tout le monde qui se connecte. Donc aujourd'hui, on est là pour parler donc de ton travail d'éducatrice de jeunes enfants en pédiatrie.
J'ai pris Super. quelques petites questions voilà, sur ton parcours, sur ta vision du métier, sur aussi l'aspect voilà, expérience, comment, la pratique tout simplement, comment ça se passe ton quotidien. Et voilà, bah, toujours dans le but de faire connaître un peu notre métier, à savoir que moi, le mois dernier, j'ai encore croisé quelqu'un qui m'a dit non, il n'y a pas de JE à l'hôpital. Donc voilà, on va casser un petit peu les préjugés là-dessus. Voilà. Donc dis-moi, Sarah, pourquoi tu as choisi de devenir EGE déjà? Alors moi de base, j'avais commencé en fait en passant mon BAFA à 17 ans et je me suis rendu compte que travailler avec les enfants me plaisait beaucoup. Donc je me suis un peu renseignée sur les différents métiers. J'hésitais un peu entre EGE et DUXP de base. Finalement, mon choix s'est porté sur EGE. Après, c'est compliqué de dire pourquoi j'aime ça. Je sais que ça me plaît, mais j'ai un peu du mal à expliquer pourquoi, mais c'est quelque chose qui me plaît. Tu n'avais Du pas coup, j'ai une formation d'EduxP aussi? Non. Non, oui, c'est mais je l'ai fait après, par la ok. suite. D'accord. Donc, j'ai fait la formation de JE Hmm. et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai fait plusieurs stages en fait en milieu ordinaire et en milieu spécialisé. Et je me suis rendu compte que c'est le milieu du médico-social qui m'attirait le plus. Et en fait, j'ai appris que dans l'école de ma ville, il était possible de faire la formation des DUXP à l'époque en un an, si on avait déjà des diplômes de JE de base. Du coup, D'accord. j'en ai profité et en fait, j'ai trouvé une place en tant qu'apprenti. Donc, j'ai travaillé du coup pendant un an en Mex. D'accord. Ouais. Donc, après cette formation des DUXP, donc en apprentissage, j'ai travaillé pendant un an et demi, 2 ans dans la Mex en fait où j'ai fait mon stage long de vieux. C'est quoi Donc, j'étais dans c'est une maison d'enfants à caractère social. C'est ce que c'est plus communément appelé, enfin, ce qu'on appelle les foyers. C'est le nom officiel des foyers en fait. d'accord. C'est-à-dire que c'est quel public du coup qui accueille, enfin, des enfants qui viennent d'où? Alors, dans les deux mecs où j'étais, c'était des enfants qui étaient âgés de 0, non, de 3 pardon, à 18 ans. Des enfants qui sont placés en fait soit c'est des placements judiciaires, donc c'est sous demande du juge, soit c'est placement administratif, donc là c'est à la demande des parents. D'ac- Et du coup, c'est des établissements en fait où on accompagne les enfants 24 heures sur 24, 365 jours par an. Mhm. Et on les accompagne du coup dans leur vie quotidienne, donc autant au foyer, donc enfin en MEX, pardon. Mais c'est vrai qu'au plus communément on dit foyer, donc Oui. j'utiliserai ce terme. Donc on les accompagne au quotidien au foyer, à l'école. On travaille avec les parents aussi. Voilà, c'est assez varié. T'es resté longtemps là-bas? Alors du coup, j'ai fait donc mon stage long de JE dans un premier foyer. Mhm. Après, j'ai fait mon année spécialisée dans un autre foyer. Et j'ai travaillé pendant un an et demi donc dans le foyer où j'avais fait mon stage long. Ok. Mais sachant que en fait, généralement, bon, après ça dépend, chaque structure a son fonctionnement. Mais moi, j'ai travaillé sur des groupes d'enfants âgés de 3 à 8 ans environ. Mais tu as les deux diplômes en fait, c'est ça? EduxP. Oui, c'est ça. D'accord. Et au JE. Voilà, Ça fait éducatrice de jeunes enfants spécialisée. c'est ça. Waouh, ça va. Et du coup, ensuite, euh, Et du coup, ensuite, j'ai intégré l'hôpital. Donc là, ça fait un an, tout pile. Je suis arrivée en janvier 2020, juste avant le Covid. ah, mais ça tombe bien. Voilà. D'accord. Donc là, c'est tout frais. Et alors, comment ça se passe? Ça te plaît? Alors, ça me plaît beaucoup. C'est Euh, quel type de service ou alors, du coup, moi, je suis dans un centre hospitalier universitaire. C'est particulier dans le sens où certains hôpitaux, c'est souvent les grands hôpitaux en fait des grandes villes, Mhm. ce qui fait qu'on a un gros service de pédiatrie et en fait nos services sont spécialisés. Donc moi, alors en fait, je suis dans le service de pédiatrie 1, donc c'est un service de pédiatrie générale et spécialisé. Et en fait, dans ce service, on a encore plusieurs unités. Donc il y a un hôpital de jour. Donc là, c'est des enfants qui viennent en journée pour des soins, mais qui restent pas pour dormir. Ok. Et on a donc deux services.
donc deux unités, encore deux autres unités. Donc moi, je suis dans l'unité qui s'appelle service général et spécialisé, spécialisé en maladies neurologiques, Ok. en maladies pulmonaires, maladies cardiaques et tout ce qui est maladies métaboliques. Hmm. Et donc, on accueille des enfants qui ont entre 0 et 18 ans. Alors, ce qui est aussi spécifique, c'est que en fait, avant, nos deux unités étaient plutôt séparées par tranche d'âge. Donc, moi, mon service, avant, c'était les nourrissons. On avait plutôt des 0,7 ans. Et dans l'autre service, où il y a d'ailleurs une autre éducatrice de jeunes enfants, c'était donc le service des grands enfants. Et eux, c'était plutôt des enfants à partir de 7 ans et des ados. Ok. Et en fait, ben, justement, durant le Covid, là, ça a changé. Donc maintenant, on est vraiment plus par spécialité, en fait, pathologie. Et le but, c'était d'avoir en fait des médecins spécialisés dans chaque service, pour que ce soit plus simple en fait pour eux de gérer. D'ac- Mais du coup, c'est vrai que ça a amené pas mal. Moi, me concernant, ça n'a pas vraiment changé les choses, mais c'est vrai que pour les soignantes, passer de soins des puéricultrices qui pendant des années ont travaillé avec des enfants, des tout petits, des bébés, et après devoir prendre en charge des ados, au début c'était aussi un peu compliqué pour elles de s'adapter. Mais ça commence à venir. Oui. Voilà. Ouais, c'est un caractère particulier. C'est vrai que moi aussi, j'avais fait un stage aussi à l'hôpital. Et c'est vrai que, pareil, le service, c'est jusqu'à 18 ans. Et quand on nous demande d'accompagner des adolescents, oui, effectivement, on est des enfants jusqu'à 18 ans, légalement. Euh, Voire même des fois qu'on a même des enfants plus âgés parce que, en fait, les enfants qui ont des maladies chroniques, donc c'est-à-dire des maladies qu'ils auront toute leur vie, sont suivis par des médecins en particulier. Et donc, des fois, avant de passer chez les adultes, ils restent encore jusqu'à 19, 20, 21 ans. Après, c'est aussi un peu parce que voilà, il y a un lien qui se crée avec le médecin, le service, et que passer de la pédiatrie au service adulte, je pense que c'est assez brutal. C'est pas le même accompagnement, donc c'est pas trop facile, quoi. mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide de se tourner vers un public d'enfants malades, en fait? Alors moi, de base, c'est vrai que j'ai adoré mes stages en MEX et je voulais absolument travailler en MEX. Sauf que les institutions où j'ai été, enfin notamment la dernière, m'ont un peu fait déchanter au niveau des conditions de travail. Et j'y suis allée en me disant, j'y vais pour un temps et en fait, dès que je trouve quelque chose qui me correspond plus, je pars. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je suis arrivée, en fait, il y a quatre éducatrices sur l'hôpital. Et il y a trois éducatrices qui sont parties, c'est des personnes un peu âgées, donc elles sont parties à la retraite. Et une qui a complètement changé de voie. Et en fait, il y avait cette opportunité. Je me suis dit, ah, je m'étais pas vraiment intéressée avant, honnêtement. Mais je me suis un peu renseignée et je me suis dit, tiens, ça a l'air super intéressant, je tente. Et du coup, finalement, j'ai été prise parce que j'ai aussi fait un peu des stages dans le milieu du handicap. Je maîtrise un peu moins, mais même mon expérience en protection de l'enfance aide beaucoup parce qu'on accueille beaucoup d'enfants placés Mhm. et on fait beaucoup de signalements en fait. Donc enfin, les médecins font des signalements. Donc on a beaucoup d'enfants en fait qui sont à l'hôpital en attente d'être placés. Ah ouais? Donc c'est vrai que Sans ouais, donc être malade, en fait. pardon? Ils sont pas malades, en fait. Alors souvent ils viennent soit pour autre chose, soit comment dire, c'est souvent des enfants qui sont tombés et on se rend compte qu'en fait c'était pas des chutes quoi. Et du coup il y a signalement et généralement en plus le temps qu'une place se libère, sachant que je pense qu'ils sont pas forcément prioritaires parce qu'il y a des enfants qui sont en danger dans leur famille alors que l'hôpital ils sont en sécurité, mais ils peuvent rester plusieurs mois à l'hôpital en attendant d'avoir une place et le temps que tout se mette en place, en fait, que toutes les procédures se passent, que le signalement se fasse. Hein, déjà de base, ça se fait pas toujours très rapidement. Il faut toujours prendre du recul avant d'être sûr de se lancer là-dedans, quoi. Et donc, je pense que cet aspect-là, du coup, a aussi fait que j'ai été embauchée, enfin, le parcours que j'ai eu avant, en fait. Qu'est-ce que tu as pensé de la formation de JE? Parce que c'est vrai que moi, je me rappelle, en 2006-2009, hein, moi, ça date. J'a- Nous, on avait eu des cours un peu de santé. Moi, bon, j'avais quelques connaissances avant sur la santé de l'enfant. Moi, j'avais mon CAP petite enfance avant. Et je trouve on avait effectivement un point santé de l'enfant. Mais quand on fait le choix de se tourner vers voilà, un travail vers les enfants malades ou les enfants handicapés, ce qu'on disait la semaine dernière, on trouvait qu'on dans la formation, nous, on n'était pas assez préparés à ce qui nous attend ou comment on accompagne les enfants dans cette situation, des situations difficiles et tout ça. Toi, finalement, c'est les stages qui nous forment
T'en as pensé quoi du coup de ta formation, toi? Toi, t'es un Alors, en formation, peu, donc il y a peut-être aussi des modules spécifiques à l'enfant malade. alors, en fait, l'enfant malade, en général, je trouve qu'on l'aborde pas. Bon, après, ma formation d'éduc-spé, vu que je l'ai fait qu'en un an, je peux pas dire que j'ai tout vu. C'est vrai que ce qu'ils ont fait pendant les 2 premières années, je sais pas forcément exactement. Mais je trouve que la spécificité de la formation de JE, c'est qu'on parle vraiment du développement de l'enfant en général, Mhm. tandis qu'en formation d'XP, nous alors on parlait très peu du développement de l'enfant. C'est d'ailleurs une remarque que me faisaient souvent mes formateurs et mes camarades de promo. Mhm. On parle vraiment plus du milieu spécialisé, sans pour autant aller non plus trop dans les détails, parce qu'en fait c'est tellement vaste qu'en 3 ans on n'a pas le temps de tout voir. Et c'est vrai que c'est vraiment en stage qu'on se forme. Et nous, en fait, en formation d'EduxP, on devait choisir aussi des spécialités. Il y avait une spécialité handicap, protection de l'enfance et précarité, si je dis pas de bêtises. Donc, en fait, en fonction de nos stages et de nos feelings qu'on a avec les publics, on devait aussi déjà choisir plutôt une spécialité qui après n'influe pas du tout sur le diplôme, mais c'est juste que ça a influé sur les cours après Ah oui, d'accord. qu'on avait. Ok. Et formation de jeu, c'est vrai qu'on a eu des cours de santé, mais qui étaient super intéressants, mais c'était plus des cours de santé assez globales, donc vraiment les maladies du jeune enfant qu'on rencontre assez couramment, type les gastro, les grippes, et quelques maladies que je rencontre à l'hôpital. On a parlé d'épilepsie, de la mucoviscidose, mais pas de manière très poussée. En fait, c'était vraiment des basiques. Bah, c'était pas très poussé. Après, même les soignantes, en fait, en arrivant dans les services sont tellement différents les uns des autres. Les maladies, les pathologies rencontrées sont aussi tellement différentes que, en fait, on se forme après sur le terrain. Moi, par exemple, en entrant à l'hôpital, j'ai découvert que l'épilepsie, par exemple, pour moi, c'était une maladie. Et en fait, l'épilepsie, c'est un nom de maladie qui en englobe des tas et des tas. Et ça, par exemple, je ne savais pas. Et du coup, j'ai vraiment appris plein de choses. Et ne serait-ce que toutes les maladies, on a énormément de maladies rares en fait que de base même enfin même certains médecins ne connaissent pas, hein, parce qu'on a des enfants qui n'ont pas été diagnostiqués à Strasbourg, qui ont été envoyés à Paris ou à Marseille pour être diagnostiqués parce que personne ne savait ce qu'ils avaient quoi. Mhm. Et ouais, enfin, en plus le milieu médical c'est tellement vaste. C'est vrai qu'au début j'étais un peu perdue entre les différents termes, les différentes pathologies. Quand on arrive là-dedans, même au niveau des soins infirmiers, hein, quand je les entendais en transmission, au début, je ne comprenais pas grand-chose. Mais après, à force de me questionner, de les questionner, ça vient petit à petit, quoi. Oui. Après, c'est sûr que bon, ça, on n'a pas trop de cours, mais notre objectif, c'est pas de devenir soignant ou médecin, de toute façon. Voilà, c'est de pouvoir accompagner l'enfant. Moi, mon stage à l'époque à l'hôpital, donc c'était pour le DF1, DC1, donc c'est accueil du jeune enfant et de sa famille, j'avais fait à l'hôpital aussi. Mais voilà, moi j'ai une vision un peu altérée, on va dire, enfin, un peu différente, hein, parce que c'est un stage que je m'étais dit, j'y vais pour voir ce que c'est, parce que je sais que j'y retournerai jamais. C'était un peu le challenge. Voilà. Moi, j'ai une histoire avec l'hôpital. J'avais un peu une phobie, on va dire. Et du coup, je m'étais dit, je vais aller voir pour me former moi-même et pour me dépasser. Et moi, j'avais trouvé ça super intéressant. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'accompagnement, voilà, c'était compliqué. Il y avait donc j'avais eu le choix donc soit effectivement suivre les EJE et accompagner les enfants et les familles dans les services directement, soit rester dans la maison de l'enfant. Donc c'était un lieu d'accueil avec donc pour tous les enfants, type crèche et aussi une salle de classe pour les enfants malades. Il y avait souvent des enfants long séjour dans cet hôpital-là. Eh ben, au final, on s'est rendu compte qu'il valait mieux que je reste dans la maison de l'enfant. C'était compliqué. Euh, voilà. C'était mon expérience personnelle. J'en reparlerai tout à l'heure. Même si c'est un que j'ai vraiment bien aimé, hein, de toute façon. Mais comme on disait la semaine dernière, c'est vrai qu'on est éducatrice, éducateur de jeunes enfants, et l'objectif, c'est de pas de savoir travailler partout, et puis on fait en fonction aussi de notre ressenti, de notre sensibilité, donc, et nos intérêts aussi. Euh, donc voilà. Du coup, moi, je cerne un petit peu, mais je sais que voilà, les gens qui nous regardent ne savent pas trop. C'est pour ça qu'ils sont là. Ouais, il y a du monde en plus. Mais c'est quoi un éducateur de jeunes enfants en pédiatrie, en fait, selon toi? Le positionnement, ta vision du métier, les qualités requises pour faire ça.
Alors, déjà, je vais expliquer un peu mes missions parce que je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Ouais. Alors, j'ai déjà donc tout ce qui concerne l'enfant en général. Donc, à l'hôpital, en fait, il y a dans mon service, il y a une salle de jeu. Donc, j'accueille en fait les enfants. Moi, c'est une salle de jeu qui est vraiment dans le service, hein. C'est vrai que nous, on n'a pas le système de la maison des enfants. Mhm. Je connais un peu parce qu'une de mes collègues a fait son stage long sur Paris et donc elle m'avait un peu expliqué comment ça fonctionne. Donc, nous, on a vraiment des salles de jeu propres à chaque service, hein. Donc, dans cette salle de jeu, j'accueille les enfants qui peuvent aller en salle de jeu parce qu'ils ne peuvent pas tous y aller. Je leur propose des activités, du coup, adaptées à leur âge, à leur pathologie. Les parents peuvent venir avec ou pas. Ça, je sais que ça dépend un peu de chaque JE. Certaines préfèrent que les parents ne viennent pas forcément avec pour observer un peu le développement de l'enfant sans que les parents soient là. Moi, j'accepte qu'ils viennent parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses aussi à dire, ils se questionnent aussi. Et, comme j'ai beaucoup de petits, les plus petits, c'est vrai que dans les services, il y a des plus grands, c'est moins compliqué en fait de dire aux parents de ne pas venir. Mais quand c'est des plus petits qui sont hospitalisés, je comprends que les parents n'aient pas forcément envie de les Oui. laisser seuls. Et il y a aussi beaucoup de liens qui se créent entre les parents. Je sais qu'il y a des parents qui se sont rencontrés comme ça, qui après se voient même en dehors après. Ah ouais. Parce que forcément, quand on a un enfant qui a une maladie chronique, encore d'autant plus, on a peut-être besoin aussi de soutien. Oui, les parents Donc du coup, pour l'enfant qui a la même maladie qu'un autre, effectivement, on peut exact. venir et on se comprend aussi. Mhm. Alors du coup, moi, je propose donc ces activités en salle de jeu où j'interviens aussi en chambre parce qu'il y a des enfants qui peuvent pas forcément sortir des chambres, soit parce qu'ils ont des maladies contagieuses, parce qu'ils sont trop fragiles ou qu'ils sont cloués dans leur lit. Voilà, ça dépend des situations. Sachant que j'ai une salle de jeu qui est un peu adaptée pour l'instant aux plus petits parce qu'elle est assez petite niveau taille et comme avant c'était un service de nourrisson, c'est pas très adapté pour les adolescents. Donc c'est vrai que eux, par exemple, ils préfèrent jouer dans les chambres. Du coup, donc je leur propose des activités. Après, il y a aussi un travail au niveau de l'observation en fait du développement de l'enfant. Comme on a en plus beaucoup d'enfants qui viennent des problèmes neurologiques, il y a beaucoup d'enfants qui ont des retards de développement. Donc mon but c'est d'observer en fait ces enfants et après d'en faire des retours aux soignants et aux médecins, sachant que du coup les soignants et les médecins n'ont pas le temps en fait de rester avec les enfants et les médecins peuvent ils les voient peut-être voilà, un quart d'heure par jour, donc ils n'ont pas forcément le temps d'observer comment l'enfant évolue. Et sachant que des fois, ils peuvent arriver par groupe, donc les enfants sont impressionnés, donc ils ne sont pas non plus dans leur état normal, entre guillemets, quand ils viennent. Euh, Après, il y a aussi toute la partie accompagnement des parents. Donc moi, je propose beaucoup aussi aux parents de prendre le relais parce qu'on a beaucoup de parents, ben, leur enfant est hospitalisé, donc c'est angoissant. Certains parents n'osent même pas sortir pour aller prendre une douche, pour prendre un peu l'air, parce que surtout avec les bébés, en fait, ils ne veulent pas les laisser tout seuls. Ouais. Donc moi, je leur propose de prendre le relais. Mes collègues aussi souvent me disent, écoute, on voit que pour les parents c'est compliqué, est-ce que c'est possible que tu ailles voir un peu l'enfant et même juste pour discuter, en fait, 5 minutes, certains ont juste besoin d'un peu de discussion et même pas forcément de l'enfant, en fait, juste de parler un peu d'autre chose, histoire de penser à autre chose. Ouais, Et de soutien, d'accompagnement, d'écoute, créer du lien, même sur des courts jours, de toute façon. Mais c'est vrai. et après, il y a aussi, pardon, t'es coupé. Non, non, vas-y. Oui. Je disais qu'il y a aussi un aspect qui est après assez spécifique à l'hôpital où je suis. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne dans les autres hôpitaux, mais en fait, nous, on ne reçoit aucun financement de la part de l'hôpital. L'hôpital finance juste les postes, le JE. Et du coup, on travaille beaucoup avec des associations. C'est eux qui nous permettent d'acheter du matériel pour les enfants, pour les soignants aussi, des fois, parce que manque des fois de matériel pour les soignants. Pas le matériel médical, mais plus du matériel qui aide un peu au quotidien, en fait. Hum. Et on a des intervenants aussi extérieurs qui, normalement, là, avec le Covid, depuis un an, ils n'interviennent plus. Mais normalement, on avait des clowns qui interviennent, il y a une conteuse, on Ouais. a une compagnie musicale aussi. Et donc, nous, en fait, on est un peu les médiatrices, en fait, de ces associations-là. C'est nous qui sommes au contact avec eux. Mhm. C'est nous qui leur faisons part de nos besoins, du coup.
Et c'est aussi un grand aspect du coup de notre travail. Après, c'est vrai que c'est plus ce côté-là, c'est plus ma collègue en fait de l'autre unité qui va vraiment coordonner tout ça. C'est juste une question pratique parce qu'en fait, moi je suis pas encore titularisée, elle est titularisée. Donc, sachant que c'est quelqu'un qui va rester plusieurs années, on a préféré que ce soit elle qui soit un peu la coordinatrice principale entre guillemets, parce que c'est aussi un peu compliqué d'avoir des contacts avec toutes les éducatrices pour les associations. Il vaut mieux avoir une personne un peu ressource. Mais nous, voilà, on travaille quand même sur ça, mais c'est vrai que ma collègue le fait un peu plus que nous. Justement, vous êtes nombreuses, vous, dans l'équipe, pour combien de lits, enfin, dans ce sens. Alors, donc dans mon équipe, en tout, donc moi je suis la seule éducatrice, donc on est quatre éducatrices dans l'hôpital, réparties sur 5 services, parce qu'il y a une éducatrice qui est à mi-temps sur 2 services du coup. Mhm, Il y a 19 lits. mhm, Alors au niveau des soignants, il y a une trentaine de soignantes. Donc les soignantes, c'est principalement des puéricultrices, quelques infirmières, des auxiliaires de puériculture. Et il y a aussi une sage-femme, mais elle travaille en tant qu'infirmière, en fait. Mais elle a un diplôme de sage-femme. ok. Après, il y a des professionnels en fait qui sont rattachés à différents services. Donc, ils ne sont pas uniquement dans mon service, ils vont aussi dans d'autres services. Donc là, il y a une kiné, des diététiciennes, une psychologue. Il y a aussi une psychomotricienne qu'on voit peu, mais en fait qu'on peut appeler à la demande. Qui est-ce que j'oublie? Euh, Il y a aussi une conseillère en lactation. Ça, c'est pareil. En fait, elle est vraiment au sein de l'hôpital. Mais par contre, s'il y a un besoin précis, on peut l'appeler du coup pour la faire intervenir. Et je sais que j'oublie quelqu'un, mais là, ça ne me revient plus. C'est vrai qu'on est nombreux. Donc, après, il y a aussi toute l'équipe des médecins. Rien que ça, c'est parce qu'en fait, il y a des médecins vraiment rattachés au service, d'autres médecins qui sont sur différents services. Donc, c'est vrai qu'au final, je pense que ça fait il y a au moins une cinquantaine, soixantaine de personnes qui interviennent, quoi. Et il y a des réunions où vous vous mélangez ou c'est vraiment chacun dans son. Alors, on a des temps de transmission Mhm. entre chaque. Il y a un temps de transmission le matin à 9 heures entre toute l'équipe, toute l'équipe, donc toutes les soignantes en fait, les médecins et moi. Après, il y a des temps de transmission entre chaque prise de poste en fait de l'équipe soignante. Donc à 6h30 le matin, à 13h30 du coup l'après-midi et à 20h30 il me semble. D'accord. Et là, c'est surtout voilà, pour le changement d'équipe, en fait, pour se transmettre les informations. Après, de réunions où on est tous ensemble, à part quand c'est pour discuter du cas d'un enfant, mais là, non, c'est uniquement des médecins et peut-être les soignants. Exceptionnellement, les soignantes. Si une soignante est beaucoup occupée d'un enfant, c'est possible qu'elle participe, mais c'est assez rare. Et sinon, c'est vrai qu'on a fait la demande, mais on n'a pas de réunion tous ensemble. Et on aurait bien aimé aussi avoir des analyses des pratiques, parce qu'on sait que ça se fait dans certains hôpitaux, mais on n'a pas. Dommage. C'est N'hésitez un pas dans le peu- chat à intervenir si jamais vous avez des questions. On est fait pour ça. Sarah est là pour vous, pour vous accueillir. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un qui a envie de faire ce métier-là? Déjà, de se tourner vers l'hôpital. Qu'est-ce qui est attendu au niveau du positionnement, enfin, des qualités, je veux dire, qualité humaine, Mhm. de ténacité. Alors, oui, je pense qu'il faut déjà une très grande capacité d'adaptation, Mhm. parce que c'est pas facile. En fait, tous les jours sont différents. Chaque jour, on accueille de nouveaux enfants, voilà, des enfants qui ont différentes tailles, différentes pathologies, qui viennent de différents milieux. C'est pareil au niveau des parents. En fait, c'est vraiment très varié. Donc vraiment, je pense que la capacité d'adaptation, c'est primordial. Après, en fait, la plupart des qualités à avoir, je pense quand même des qualités communes au métier de juge en général. Je pense pas qu'il y a des qualités spécifiques à l'hôpital, à part le fait d'être, comment dire, prêt à affronter en fait la maladie C'est ça. et la mort. Ça, dans mon service, ça arrive moins, mais dans certains services, oui, c'est quand même, ça peut être courant. Donc c'est plus C'est un sujet se sensible sentir. auquel le jeu peut être confronté, la mort, du coup.
Voilà. de toute façon. Ça, après, Oui. comme dit, ça dépend des services. C'est vrai que dans le service d'oncologie, par exemple, ma collègue il est plus confrontée que moi. Mais ou dans les services de réanimation, par exemple, mais il faut être prêt à affronter ça, même si de toute façon, ce sera assez facile pour personne. Et Mais comment, c'est plus cet aspect, je pense. comment tu travailles du coup la distance professionnelle, le lien d'attachement, enfin voilà, avec un enfant? Est-ce que pour toi ça se traduit différemment que quand tu travailles dans un lieu où les enfants sont pas malades? Toi, tu le vois comment? Alors, en fait, la position, c'est une position assez spécifique en tant que vieux, et mes collègues me disent souvent que c'est entre guillemets une des meilleures places parce qu'en fait, au final, moi, pour les familles et les enfants, j'apporte que des choses qui sont positives. Et parce que en ce qui concerne les enfants, je vais leur apporter des jeux, des temps d'attention. C'est pareil pour les familles, je suis à leur écoute, voilà, je leur propose de prendre le relais. Donc c'est vrai que ça peut créer une relation des fois assez privilégiée avec certains parents qui peuvent être en conflit avec le milieu médical. C'est pas forcément lié aux personnes, enfin généralement c'est pas lié aux soignantes ou aux médecins, mais Ouais. il suffit qu'il y ait une mauvaise expérience ou qu'il soit passé quelque chose avec une seule personne Oui, pour que du coup mauvaise ils aient une nouvelle, mauvaise... mauvaise nouvelle. C'est ça. Mm. Voilà. Et en fait, c'est vrai que moi, je me rends compte que les parents me différencient vraiment un peu de. Je fais partie de l'équipe, mais ils me différencient quand même de ce côté un peu médical. Ouais. Et ça m'a permis aussi de pouvoir, par exemple, des fois faire un peu de la médiation entre quand il y avait un peu des conflits entre certains parents et enfin, c'est pas vraiment des conflits, mais disons des soins par exemple qui sont pas forcément acceptés ou quand l'infirmière doit venir piquer plusieurs fois, certains parents voilà sont pas toujours ravis. Et c'est vrai que moi du coup ils m'ont souvent dit qu'ils me différencient un peu de ça. Après moi il y a aussi quelque chose que je trouve important, c'est que j'entends souvent les parents dire ah c'est l'éducatrice, elle est gentille, elle va pas te faire mal. Et du coup, pour moi, c'est important voilà, c'est important de préciser que non, c'est pas parce que l'infirmière va faire une piqûre que ça fait mal, que c'est important, que c'est pour le bien de l'enfant. Et je veux pas qu'en fait les infirmières aient Et cette leurs inquiétudes image de négative. parents, leurs inquiétudes de Voilà, parents qui transmettent à ce moment-là. C'est vrai que tout ce qui est médical, ça peut être associé à quelque chose de négatif qui, en fait, ben, c'est ça. dire sont là D'intrusif pour aussi. faire aux enfants. Donc, mais oui. Et on avait une question dans le chat. Coucou, T'as vu, hein. il y a du monde hein, qui vient, qui repart, qui revient. Comment est perçu le JE par les autres professionnels? Est-ce que c'est facile de trouver sa place? Est-ce que tu es souvent sollicité par les médecins et les soignants? Alors moi, en arrivant, j'avais un peu peur de ne pas trouver ma place parce que je connais des personnes qui travaillent, plutôt des éducateurs spécialisés, qui travaillent en milieu hospitalier, mais plutôt auprès de personnes adultes en situation de handicap. Et j'avais des retours de gens qui me disaient que c'était très compliqué de trouver sa place avec les soignants. Et en fait, moi, pas du tout. Ça a vraiment été tout le contraire. Mes collègues me disent souvent qu'elles sont ravies en fait d'avoir une JE parce que ça leur permet aussi, ça les décharge un peu aussi. Et c'est vrai, ce qu'elle me disait, c'est que par exemple, imaginons, elles vont faire un soin à un enfant, donc elle va être présente. L'enfant va se mettre à pleurer parce que c'est voilà, un soin qui peut être douloureux ou il peut avoir eu peur. Elles n'auront pas le temps en fait de rester avec l'enfant pour le consoler parce qu'elles sont vraiment tout le temps, elles courent toute la journée, clairement. Et elle me disait que ça leur permet aussi d'être plus sereines, de savoir que derrière, il y aura l'éducatrice qui va venir pour passer du temps avec l'enfant. Ou alors des enfants, par exemple des bébés qui sont dans leur lit et qui pleurent, les soignants n'ont pas forcément le temps de s'occuper d'eux. Donc le fait de savoir que je suis là et que je prends en charge l'enfant, ça leur permet elles aussi de faire leurs soins plus sereinement. Et puis elles voient aussi des enfants qui, par exemple, peuvent être un peu renfermés en étant dans leur lit et complètement s'ouvrir en salle de jeu. Donc c'est vrai qu'elles le voient vraiment comme un plus. Et les jours où je suis pas forcément là ou quand je suis en congé, elles vont me dire ah, tu nous as manqué, on est content que tu sois revenu, tel enfant t'a demandé. Donc ça, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Et c'est même presque gênant parce qu'elles me remercient tout le temps alors que là, moi, je leur dis que je fais uniquement mon travail en fait. Bah, c'est Et des fois, elles sont... la reconnaissance dans ce métier aussi, quand même, quelque Et part. c'est vrai qu'elle dit vraiment qu'elle voit vraiment en fait l'intérêt des éducatrices. Et c'est vrai que en fait,
comme elles sont elles-mêmes professionnelles de la petite enfance, elles connaissent aussi le rôle de l'EJE. Parce que je pense que les puéricultrices, par exemple, elles font tout un stage en crèche, généralement. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est obligatoire. Du coup, elles connaissent. La plupart de mes collègues auxiliaires de puériculture ont travaillé en métier accueil. Donc, c'est pareil, en fait. Du coup, elles connaissent mon rôle aussi. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment un plus. Après, c'est peut-être aussi spécifique à mon équipe à moi. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, je me sens vraiment intégrée. Elle me sollicite aussi, et les médecins aussi, justement pour tout ce qui est développement de l'enfant. Ou s'ils voient qu'un enfant ne va pas forcément bien, par exemple, pour que j'aille le voir, lui parler, lui proposer des jeux pour le divertir un peu, qu'il pense un peu à autre chose, quoi. Il y a Clolep dans le chat qui demandait quels sont les différents services en hôpital, mais là, de toute façon, je pense que ça dépend de l'hôpital, hein. Ok. Oui, Euh, oui, parce que nous, on a, je pense, une quinzaine de services. Je pourrais même pas tous les citer. il y en a beaucoup. C'est c'est ça. Assistes-tu aux Alors, missions? Oui, on en a parlé tout à l'heure. oui, du coup, cette mission. Bon, je pense que c'est très très important au niveau de la communication. C'est vrai que je voulais rebondir sur ce que tu disais au niveau de l'accompagnement et d'être là pendant les soins. Moi, rien que moi, je donne un exemple clairement hier, j'étais à l'hôpital. Tout va bien, je suis en bonne santé, ne vous inquiétez pas, donc on va pas tomber dans le voilà. Mais voilà, j'avais un examen à faire, pas très agréable. Et c'est vrai que moi, je suis assez sensible, mais du coup, il y avait une infirmière ou une aide-soignante, je crois, qui me donnait la main et qui me disait respirez, madame. Et je sais que moi, pour moi, j'ai besoin de ça, tu vois, d'une personne qui est là pour m'accompagner, pour m'aider à supporter soit la douleur, soit le moment, soit les émotions. Je me dis, si moi, à mon niveau de nana très sensible, ça se passe comme ça, j'imagine même pas à quel point ça doit être important à un niveau d'enfant d'être là pendant un soin ou quand il n'y a pas les parents qui sont là. Ou tu disais, il y en a certaines éducatrices qui préfèrent que les parents soient pas présents. Euh, c'est vraiment aussi un rôle d'absorber aussi les émotions à ce moment-là et d'aider l'autre, d'accompagner l'autre émotionnellement, psychologiquement. Oui, à l'hôpital, l'empathie et la douceur, c'est important. Oui, c'est ce que j'ai vu. C'est vrai qu'Alima, elle a de l'expérience aussi à l'hôpital, je crois. Euh, et enfin, moi, je vois clairement effectivement le rôle de l'EGIE maintenant dans les vieilles pros aigris, non merci. Voilà. Dans un lieu tel que l'hôpital, ouais. Mais c'est vrai que après, il y a par exemple certains parents qui des fois m'ont demandé d'assister à leur place parce que c'était trop compliqué en fait pour eux Mm. d'assister aux soins. C'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que les prises de sang pour les enfants peuvent être compliquées parce qu'ils sont très difficiles à piquer, le sang coagule très vite. Donc des fois, ça peut être voilà. J'adore le sujet, vraiment. On aborde toutes mes phobies, j'aime beaucoup. Je l'aime pas. En fait, c'est surtout que ça peut être, voilà, il peut y avoir, ça peut durer longtemps, ça peut être, et même pour les soignants, c'est compliqué parce qu'elles le font vraiment pas par plaisir. Et je pense que même de savoir que je suis à côté, ça peut aussi, ça les aide aussi elles-mêmes. Mm. Ça leur permet aussi de se concentrer précisément sur ce qu'elles font. Donc voilà. Après, quand je disais que les éducatrices ne voulaient pas tous que les parents soient présents, c'était vraiment spécifique à la salle de jeu, hein. Oui, oui, et puis peut-être aussi à la maladie, la situation, ça dépend évidemment. Si jamais demain, là, on a parmi les viewers des EGE qui veulent travailler dans les lieux de l'hôpital, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour réussir leur entretien? Euh, alors, je pense déjà se renseigner un peu avant sur le rôle de l'hôpital. Je sais qu'il y a différents livres qui en parlent sur l'enfant malade en général. Euh, Après, c'est vrai que si c'est quelque chose qui intéresse, je pense que faire un stage, déjà, formation pour celle qui passe par la voie directe, je pense que c'est déjà une grande ouverture parce que c'est un milieu assez fermé, on est peu nombreuses. Nous, on est quatre, comme dit, sur l'hôpital de Strasbourg. C'est un hôpital immense, hein, donc quatre, c'est vraiment très peu. Les personnes qui sont en poste restent en poste très longtemps, généralement. C'est d'où le fait qu'il y ait eu 3 départs, c'est parce que les personnes étaient là depuis
ont fait toute leur carrière en fait à l'hôpital, donc c'est vrai que ça tourne très peu. Je sais que j'ai vraiment de la chance hein, d'avoir ce poste, parce qu'honnêtement, il y a quelques années, j'aurais jamais pensé mettre un pied là-dedans. Donc je pense que c'est vraiment mettre un peu toutes les chances de son côté, donc si possible déjà avoir une première expérience et vraiment se renseigner au maximum. Après, c'est vrai que c'est compliqué de donner d'autres conseils parce que c'est tellement spécifique, même au milieu, en fait, au service dans lequel Oui, voilà, ça dépend du service de la ça revient un petit peu. travail. Mm. Vraiment, c'est une question un peu vague. Euh, Là, c'était intéressant, mais c'est vrai que il y a peut-être d'autres milieux où on peut plus facilement donner des conseils, mais c'est vrai que là, en plus, moi, j'ai fait cet entretien en n'ayant aucune expérience à l'hôpital. Et j'y suis allée en me disant, bon, si j'ai en face de moi des filles qui ont fait des stages en hôpital, qui connaissent déjà, j'ai aucune chance. Et au final, c'est quand même passé. Donc, après, j'ai vraiment senti pendant l'entretien qu'il y avait aussi un bon courant qui était passé avec les recruteurs. Donc, c'est sûr que ça joue aussi, quoi. c'est quoi qui te fait te lever le matin pour aller bosser? Alors, il y a plein de choses qui font À part le café. que j'aime ce que je fais. Pas de café en plus, donc. Non, alors déjà, rien que, en fait, l'accompagnement des enfants, des familles, je trouve ça hyper riche. Et c'est vrai que d'avoir ce côté professionnel, comment dire, qui est un peu le bon rôle, c'est quand même agréable, on va pas se mentir. J'ai le temps de prendre le temps aussi, ce qui n'était pas du tout le cas en MEX. Donc, j'ai vraiment j'ai ce temps de prendre le temps avec les enfants, de les observer. C'est un retour que me faisait. J'accueille une stagiaire depuis une semaine et c'est un des premiers retours qu'elle m'a fait. C'est impressionnant comme voilà, tu peux prendre le temps. Il y a beaucoup de l'individualité aussi Individuel, parce que ouais, c'est ce que j'allais dire, individuellement. ouais, c'est ça. Par rapport à la MEX où j'étais souvent seule avec un couple de 10 enfants où c'était très compliqué à gérer. Là, je peux prendre le temps, c'est de l'individualité, je peux vraiment, comme dit, observer tout, observer l'enfant, apprendre à le connaître. J'aime aussi le fait que du coup ce soit vraiment très varié. Chaque jour en fait est complètement différent. Donc ouais, c'est en fait après ça peut aussi être difficile dans le sens où quand on arrive le matin, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre, on ne sait pas forcément si ce qu'on a quand on prévoit un peu des choses dans la journée, si on pourra le mettre en place parce que c'est vrai qu'en fonction de l'âge des enfants, en fonction des pathologies, ben, ce sera peut-être pas forcément adapté. Mais moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et le fait que ce soit des 0-18 ans. Franchement, ça, j'adore vraiment parce que de passer, par exemple, d'un bébé, un enfant de 5 ans, un ado de 16 ans, c'est Oui. super intéressant. Mm. C'est riche et ça fait que c'est vrai que du coup, il y a, comme dit, il y a aucune routine. Après, j'ai aussi une équipe qui est vraiment, j'ai vraiment de la chance d'avoir une équipe qui est très chouette, très douce. C'est le retour que font les parents aussi, hein. Ils sont vraiment satisfaits de l'équipe soignante et médicale. Donc, ça joue aussi beaucoup, ça c'est sûr. C'est quoi ta journée type du coup, une fois que tu arrives à l'hôpital, tu fais quoi concrètement, étape par étape, heure par heure? Une journée classique, hein, c'est jamais. Mhm. Alors, mes horaires, déjà, c'est de 8h30 à 16h30, du lundi au vendredi. Mhm. Alors, le matin, quand j'arrive à 8h30, déjà, j'ai des feuilles de transmission spécifiques que je me suis faites. Je prends le nom, en fait, les prénoms de tous les enfants présents. Je note leur âge, pardon, et leur motif d'admission, leur pathologie, et d'autres choses aussi qui peuvent m'intéresser. On a un logiciel, en fait, de transmission, donc je prends toutes les informations là-dessus. Trop bien. Après, à 9h, on a les transmissions, en fait, avec les médecins. Donc de 9h à 10h environ. Donc là, j'écoute les transmissions. Je note s'il y a des choses particulières à dire. J'interviens moins lors de ces temps de transmission. J'interviens de temps en temps, mais c'est vraiment très spécifique médical. Et c'est vrai que je vais plus intervenir après quand les transmissions, il y a uniquement les soignantes. Et après, quand il y a quelque chose que j'observe, je vais plus aller voir le médecin qui s'occupe de l'enfant. En fait, je trouve ça plus simple d'aller directement voir la personne. Mhm. Parce qu'il y a j'ai tellement d'informations en fait, qui passent en transmission le matin sinon ça risque de faire un peu trop. Ouais. Après ces transmissions, j'essaye de faire un tour des chambres pour me présenter, en fait, pour présenter mon rôle, expliquer aux parents qu'il y a une salle de jeu, expliquer que je suis aussi là pour prendre le relais. Après, dans la réalité des choses, c'est pas toujours possible.
parce qu'on a par exemple beaucoup d'enfants qui sont seuls, notamment les enfants qui sont en attente de placement. Généralement, c'est des enfants avec qui je passe beaucoup de temps. Donc là, c'est vrai que ces derniers temps, maintenant, c'est vrai que comme il y a une stagiaire qui est là, je peux un peu plus le faire. Mais avant son arrivée, j'ai pas réussi à le faire pendant plusieurs semaines parce que c'est des enfants qui demandent beaucoup d'attention. Et je priorise en fait, je priorise un bébé qui va pleurer dans son lit plutôt que d'aller faire ce tour-là, quoi. Et c'est vrai qu'après, comme les enfants, pas souvent en salle de jeu, je peux me présenter à ce moment-là. Et si je vois que voilà qu'il y a vraiment un besoin spécifique, que les soignants voilà me parlent d'un besoin spécifique pour un parent ou un enfant, là dans ce cas-là, je vais y aller à ce moment-là, quoi. Donc après ce petit tour, généralement, donc soit j'interviens en salle de jeu, en chambre, Tu as un c'est droit de regard sur l'aménagement d'espace de la salle de jeu, par exemple? la Peut-être salle de jeu, c'est moi qui gère tout en fait, elle est de petite. A à Z. Ouais, c'est ça. En arrivant, j'ai changé tout l'aménagement de l'espace, j'ai acheté des nouveaux meubles, voilà, j'ai mis un peu Ouais. à ma façon. Mm. C'est moi qui gère aussi tous les jouets, en fait, c'est moi qui les désinfecte, c'est moi qui les donne aux enfants en chambre. Après, mes collègues ont aussi le droit, y ont accès, hein, mais c'est plutôt les week-ends, en fait, où quand je suis pas là. Donc c'est vrai que la salle de jeu, c'est vraiment l'espace que moi je gère. Ouais, c'est bien, ton rôle, il est vraiment important au niveau de la pédagogie. Et vraiment, on le voit, la différence entre ton rôle Mm. et les soignants, quoi. Des auxiliaires. C'est ça. J'ai vu qu'il y a une question, du coup, enfants en attente de placement, c'est-à-dire, donc les enfants en attente de placement, c'est les enfants pour lesquels il y a eu signalement. Donc, il y a une situation préoccupante et donc où l'aide sociale à l'enfance a décidé que ces enfants devraient être placés en établissement ou en famille d'accueil. Voilà, et donc ce que j'expliquais avant, c'est que le temps que tout se mette en place, en fait, ça peut être très long. Donc, c'est des enfants qui peuvent rester hospitalisés pendant des mois sans forcément avoir non plus besoin de soins médicaux. Ils les ont peut-être au début, mais après, ils n'en ont plus forcément besoin. Et donc, c'est des enfants qui vont être très souvent seuls parce que souvent, les parents n'auront le droit de faire que uniquement des visites, en fait, sur des tranches horaires définies. Donc, souvent, c'est de 14h à 16h, par exemple. Donc, le reste du temps, ces enfants-là seront seuls. On avait dit au début de live, c'était des enfants où il y avait possibilité d'avoir des chutes, ou entre guillemets, tu disais. Mm. On en revient sur la journée type. Du coup, là, on était sur l'aménagement de l'espace, la salle de vie, donc tu disais. C'est ça. Bon, après, il y a la pause de midi. L'après-midi, du coup, il y a les transmissions donc, à 13h30 avec donc l'équipe soignante du matin et l'équipe soignante de l'après-midi. Après ces transmissions, du coup, c'est de nouveau intervention en chambre et en salle de jeu, sachant qu'après, en fonction des différentes fêtes du coup de l'année, on va proposer des événements un peu adaptés à ces fêtes-là. Par exemple, la semaine prochaine, c'est Carnaval. Donc, on va proposer des activités adaptées à Carnaval. On a reçu une association qui nous a fait un don de matériel. On a eu pour 700 euros de dons voilà, de matériel, de quoi faire du bricolage. On a acheté des machines pour faire des crêpes voilà, pour le goûter. Donc, voilà. Et puis après, moi, Elle pourrait voir le début du live où elle répondait à ces questions-là, Sarah, en IGTV. Pardon, je t'ai coupé, mais c'est oui, il n'y a pas de souci, tu répondais. d'avoir raté le début. Et, ouais, et du coup, après, ma journée s'arrête à 16h30. Alors ça, c'est vraiment une journée type, mais c'est vrai qu'en fonction voilà, de quels enfants sont présents, quels parents sont présents, ça va vraiment évoluer au jour le jour. Et Si tu n'avais pas travaillé à l'hôpital, là, tu serais où? T'aimerais quoi? je pense que je serai en protection de l'enfance encore, mais dans un autre établissement, et peut-être pas forcément dans une MEX, parce qu'il y a aussi d'autres services au sein de la protection de l'enfance. Je pense que l'accueil de jour, ça me plairait aussi. Donc, l'accueil de jour, c'est des enfants qui sont placés, mais qui sont présents uniquement en journée. Et il y a énormément de travail en fait avec les parents.
généralement, c'est des parents, l'enfant par exemple, qui peut être présent le matin et les parents seront présents les enfants l'après-midi. Donc il y a un gros travail autour de parentalité, ce qui me manquait aussi dans l'annexe où j'étais parce que les parents, au final, on les voyait très peu. Donc je trouve qu'il n'y a pas vraiment de travail avec eux. Donc la situation ne pouvait pas forcément évoluer si les parents ne sont pas accompagnés. Voilà. Du coup, peut-être que moi, c'était vraiment là mes deux gros champs du coup d'action de préférence, c'est vraiment la protection de l'enfance et l'hôpital. Et en hôpital, ce qui m'intéresse aussi, c'est la pédopsychiatrie. Donc peut-être que dans quelques années, pas tout de suite, pas pour l'instant, mais pourquoi pas aussi essayer ce milieu-là. D'accord. Bah, écoute, je le souhaite, en tout cas. Est-ce que alors tu me dépeins une super image de l'hôpital, c'est très intéressant, très riche, et puis on voit toute l'autonomie que tu as en tant que JE. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant. Est-ce que quand même, des fois, tu rencontres des difficultés au quotidien? Ça peut être avec les parents, qu'on n'a pas déjà évoqué, hein, avec les enfants ou les collègues, du coup, les équipes, ou l'institution, l'hôpital en général. Alors, déjà, il faut savoir que au niveau de mes collègues, du travail en fait qu'elles ont effectué, c'est très compliqué. Voilà, c'est ce qu'on sait, hein, les conditions de travail dans le milieu hospitalier sont très difficiles. On est dans un service qui est au niveau des soins aussi, surtout tous les patients qui ont différentes maladies neurologiques, c'est des soins qui sont très spécifiques, qui peuvent être très compliqués. Donc, je sais qu'il y a il y a eu un gros turnover aussi au niveau des soignants parce que c'est vraiment un service qui est compliqué. Nous avons beaucoup d'admissions aussi, c'est beaucoup des enfants qui vont rester 2, 3 jours. Mhm. Donc, ça veut dire qu'en une journée, on peut avoir, par exemple, en une après-midi, 5 ou 6 admissions d'enfants. Et une admission, ça veut dire qu'il faut faire tout le nettoyage des chambres, tout désinfecter, que tout soit prêt quand l'enfant arrive. Après, il y a plein de choses à faire quand l'enfant est hospitalisé. Voilà, il y a tout un processus en fait que moi je gère pas du tout, hein. C'est vraiment les soignantes qui font ça. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Je le branche. Et, et c'est vrai que je pense que la grosse difficulté, c'est vraiment au niveau des conditions de travail des soignantes et des médecins aussi, parce que les médecins, là, c'est des personnes qui vont être présentes de 9 heures à 20 heures, 21 heures, 22 heures, 5 à 6 jours par semaine, Ouais. en faisant des gardes de 24 heures. Voilà, c'est pas facile. Mes collègues, elles sont des collègues qui sont à 200 heures sup, qu'elles n'arriveront jamais à récupérer, elles le savent très bien. Sachant que quand une personne part à la retraite, généralement, elle n'est pas remplacée ou elle est remplacée par un mi-temps. Donc ça s'amenuise petit à petit. Donc c'est vraiment les conditions qui sont dénoncées, qu'on connaît un peu tous, hein, parce que du coup, Ouais, donc toi, tu as des elle, horaires de bureau, mais les autres, c'est pas le cas en fait. Aussi. oui, c'est ça, c'est les horaires atypiques, les jours fériés. Moi, je travaille pas les jours fériés, par exemple. Elle, ben voilà, c'est l'hôpital, c'est Mm. tous les jours de l'année. Donc ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile, du coup. Enfin, c'est plus par empathie, en fait, pour mes collègues. C'est pas facile de les voir travailler dans ces conditions-là. Après, ça peut aussi être difficile au niveau, au niveau des parents. Ben, par exemple, dans les cas où il y a des procédures de signalement, on peut être face à des parents du coup qui sont revendicatifs, qui peuvent être agressifs et violents. Mm. C'est pas toujours facile du coup de prendre du recul. Après, il y a la difficulté de la maladie aussi, hein. On a des enfants qui sont là en soins palliatifs. On sait que voilà, ils vivront peut-être encore quelques mois, quelques années. Donc c'est ce recul-là aussi. J'arrive assez bien à le prendre. Concernant, j'ai des facilités un peu à ce niveau-là, mais c'est pas toujours facile non plus. J'arrive assez bien à, comment dire, me distancier un peu. J'arrive à prendre beaucoup de distance. Et en rentrant dans la chambre de l'enfant, par exemple, j'essaie de me dire, bon, c'est un enfant. Pense à l'enfant qui est derrière avant de voir sa maladie, avant de penser à ce qu'il subit et voilà ce qui risque d'arriver. Et je pense que du coup, mon accompagnement s'en ressent aussi. Parce que mon but, c'est pas d'avoir pitié de lui et mon but, c'est de lui apporter un peu de positif aussi, même beaucoup de positif si possible. Mm, mm. Donc ça peut être aussi difficile. Euh, je pense qu'il y a une des choses aussi qui me manque un peu, c'est quand je travaillais en MEX, je pouvais beaucoup être en extérieur en fait avec les enfants, faire des sorties, ben,
aller en forêt, aller en ville, jouer dehors, alors que l'hôpital, c'est l'intérieur tout le temps. Et Vous c'est vrai avez- que des euh, fois, j'aimerais bien. Il n'y a pas de cours extérieurs ou quoi? On a un tout petit parc, mais qui, en été, par exemple, est en plein soleil. On a plein d'enfants qui ne peuvent pas sortir. Après, c'est vraiment. En fait, l'hôpital est en plus dans un quartier, dans une grande ville, dans un quartier, on est entouré d'immeubles. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément très agréable. Mm. On n'a pas comparé à d'autres pays parce que je me suis un peu renseignée sur comment ça fonctionne dans les pays du Nord, par exemple, où voilà, les enfants, ils ont des parcs pour les enfants, ils les emmènent dans les piscines, ils les emmènent jouer au bac à sable. Chez nous, c'est impensable en fait de faire ça. Je pense que ma cadre de santé, elle deviendrait folle si elle voyait ça parce que quand c'est tellement hygiéniste en fait que c'est un peu compliqué du coup de sortir du cadre. Mais Et, je pense que c'est aussi spécifique un peu à, voilà, à la France et ouais. à toutes les gens d'hygiène en fait qu'on rencontre quoi. Est-ce que, donc toi, tu es arrivé à l'hôpital juste avant la crise sanitaire. Mhm. Est-ce que tu as l'impression que le port du masque, ça met un peu à mal ton travail? Enfin là, du coup, tu n'avais pas trop de points de comparaison, mais au niveau de la prise en charge de l'enfant, au niveau de... Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Euh, alors déjà, je trouve que en fait dans ma salle de jeu, ah c'est ma collègue qui est là. Coucou. Bonjour, Du Marie. coup, faut que je vais pas On dire a trop de raté bêtises. tout le passage où elle disait que du bien de toi, on est désolé. Voilà. Trop tard. Euh, c'est donc le port du masque. Du coup, on parle du port du masque. C'est pas toujours facile du coup de le faire porter aux enfants. Alors déjà de base c'était difficile de le faire porter aux parents au tout début, il fallait sans cesse le rappeler. Les gestes barrières c'est pas toujours facile non plus, devoir se laver les mains, c'est vrai que c'est quelque chose que je rappelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est c'est un peu fatigant par moment, mais bon voilà, ça fait partie du job on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants, ils font tout le temps, il faut souvent leur rappeler de remettre le masque, ils sont pas habitués à le mettre, On doit le donc porter à partir de quel âge? Alors, donc chez moi, dans ma salle de jeu, c'est à partir de 6 ans. Ouais, comme à l'école. Mais c'est ça, en fait, on s'est basé sur, avec ma cadre, on s'est basé sur les recommandations en fait, officielles. Mm, mm. Après, en fait, ce qui est difficile à dire, c'est que je pense qu'il va y avoir un impact sur les enfants. Mais d'un autre côté, il y a aussi cet aspect où les enfants sont super, comment dire, ils s'adaptent en fait vraiment très très bien. Mhm. Et j'ai été étonnée de voir certains enfants, certains bébés qu'on a par exemple depuis leur naissance, qui malgré le fait de n'avoir vu que des personnes en fait portant le masque, répondent à nos sourires. Ouais. Donc, sachant que c'était des parents qui n'étaient pas forcément énormément présents, donc il y a quand même eu, voilà, ils ont quand même vu des personnes ne portant pas de masque, mais qui n'étaient pas non plus, ils nous ont plus vu nous en fait au final avec les masques. Et c'est vrai qu'ils répondent au sourire. Et j'ai en tête un enfant qui, d'ailleurs, est même très souriant. Et c'est étonnant, et je me dis, c'est un peu rassurant parce que, ouais, c'est rassurant, mais c'est clair que quelles vont être les conséquences pour la suite après. Ouais. Je me pose les mêmes questions. On en discute souvent aussi, et ouais, on se demande. Tu pratiques pas la communication gestuelle ou quelque chose comme ça avec les bébés? Non, moi, en fait, je connais pas. La stagiaire qui vient d'arriver est formée à Oui, la après, si c'est communication des gestuelle. des jours, c'est sûr que ça n'a pas d'intérêt, je viens de réaliser, mais Oui, c'est ça. Après, mais quand on a certains enfants qui vont pratiquer le macathon, par exemple, je ouais. ne sais pas si Si on en a parlé pour expliquer. la dernière dans le live sur le CESAR, Ah voilà. je vous Ah invite bah oui, à aller le forcément. revoir, hein, petite publicité, ceux qui veulent. On a parlé, oui, du Macathon aussi la semaine dernière. Donc, Et le c'est vrai qu'on est. Pardon? oui, c'est une forme de communication aussi gestuelle, Oui, c'est ça, avec des pictogrammes. gage, ouais, des pictogrammes. Mhm. Donc moi, je connais quelques signes, après, j'en connais
pas énormément. J'ai eu une formation en fait sur la langue des signes, mais c'est vrai qu'après, comme j'ai travaillé en ex, que j'avais pas forcément l'occasion de pratiquer en fait, j'ai très vite oublié. Après, du coup, j'ai une stagiaire donc, qui est formée, qui maîtrise assez bien, et donc elle me remontre un peu les basiques. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant, mais au final, pour des enfants, voilà, comme dit, qui pratiquent déjà chez eux, mais sinon, ça peut avoir de l'intérêt parce que je me dis qu'il y a des enfants aussi qui sont accueillis aux crèches et qui, dans des crèches, micro-crèches multi-accueil, qui peut-être connaissent. Mais c'est vrai que sinon, C'est que maintenant que depuis le c'est maths, pas c'est un forcément peu plus utilisé en crèche, hein. Ça devient, ça. ça se généralise un peu plus justement parce on a plus le visage et que du coup on se dit bonjour Mm. facilement que ben, ouais, ça se généralise. Euh, on peut parler de l'association de ton service, si tu veux, Mhm. et l'association Les enfants malades à l'hôpital. Donc toi, c'est une association qui concerne que ton hôpital, c'est ça? Alors, en fait, donc comme je disais, on travaille avec plusieurs associations Hmm. et certaines de ces associations sont vraiment rattachées en fait à l'hôpital, tandis que d'autres sont vraiment des associations indépendantes. Et donc, une des associations, donc c'est celle que tu as citée, donc c'est les enfants malades à l'hôpital. C'est une association qui a été créée par un médecin, il me semble, en 1996, si je ne dis pas de bêtises, fin des années 90. Et donc, les membres de cette association sont du personnel médical et soignant, du coup. Mhm. Et c'est vraiment une association qui, du coup, est rattachée à cet hôpital et qui ne concerne même pas en fait tous les services, donc qui est vraiment rattachée à certains services. Donc, c'est vraiment très spécifique. Après, au niveau des actions qui sont faites, par contre, c'est ouvert à l'extérieur. Alors, c'est vrai que j'ai pas forcément tout pu voir quelles actions sont faites, puisque en fait, tout s'est arrêté au mois de mars. Et moi, ça faisait 2 mois que j'étais là, donc j'ai pas trop eu l'occasion de voir en direct. On m'a expliqué tout ce qui pouvait être fait, mais c'est vrai que j'ai pas encore trop pu observer tout ça. Donc, en gros, il y a déjà des dons qui peuvent être faits à l'association. Mhm. Donc le but de l'association, il faut quand même que je le dise, c'est d'améliorer en fait le quotidien des enfants hospitalisés. Donc ils vont financer l'achat de matériel par exemple, ils peuvent financer des formations aussi, du matériel aussi pour les soignants. Après, il y a aussi tout l'aspect recherche. Donc c'est une association qui finance aussi la recherche médicale. Et donc ça fonctionne, comme dit, il y a des dons qui peuvent être faits. Donc très souvent, ça peut être des dons de particuliers. Par exemple, on a eu des dons de parents dont les enfants étaient hospitalisés. On a très souvent des dons de magasins, par exemple, de grandes enseignes, de Mhm. grandes marques aussi, qui nous font des dons. Après, souvent, ce qu'on nous demande, c'est quand un gros don est fait, en fait, de monter un projet et de montrer en fait un peu ce à quoi servent les dons, ce qu'on fait. On est vraiment transparent en fait. C'est vrai qu'on on explique toujours où va l'argent et comment on l'utilise. Et après, il y a des différentes animations qui étaient faites aussi. Par exemple, il y avait une vente de, de pâtisserie à Noël, une vente d'objets de décoration à Pâques. Après, ça peut aussi être des concerts, par exemple, et le prix du ticket, du coup, revient à Ah, l'association, une partie est reversée. C'est ça. mhm. C'est beaucoup comme ça. Et c'est vrai que c'est une association qui est assez vivante, qui fonctionne assez bien et qui nous aide beaucoup parce que sans eux et sans toutes les autres associations, ben, on n'aurait aucun matériel, Mhm. on n'aurait pas grand-chose, quoi. Donc c'est l'association Les Enfants Malades à l'hôpital. Donc ils ont une page Facebook et un site internet. Je vous mettrai le lien en publication sous la vidéo en replay. Si vous voulez les soutenir ou juste avec un message de soutien, on est là. Des dons, n'importe quoi, n'hésitez pas de toute façon. Voilà, sinon envoyez un message à Sarah. Non, au secours. Est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent en ce moment, actuellement, ou pas? Euh, hum, c'est un peu, ouais, ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué.
au niveau ouais, de la situation sanitaire. Je peux dire qu'elle a été l'impact aussi en général sur nous, à part le port du masque, Mm. qui déjà en soi, même personnellement, est compliqué. Enfin, ça fait un an qu'on porte un masque, on en a tous marre. Ouais. C'est compliqué de le faire porter aux enfants, c'est compliqué de se mettre face à des enfants qui ne voient pas notre visage, que ce soit des petits ou des grands hein, d'ailleurs. Hein. On se questionne beaucoup sur les conséquences que ça va avoir plus tard. Après, une autre chose que je trouve très compliquée, c'est que les visites sont interdites. Donc, c'est uniquement les parents qui ont le droit de venir. Ouais. Donc, ça, c'est compliqué parce que ça veut dire que, par exemple, les frères et sœurs ne peuvent pas venir. Après, niveau organisation pour les parents, ça complique aussi les choses. Mm, Que la famille n'a pas le droit de venir. Donc, c'est compliqué, je pense, pour les enfants et pour les parents et pour les proches aussi, mm. du Ouais. coup. Même nous, en fait, de devoir dire à une famille qui vient peut-être de loin, ben voilà, on est désolé, les visites sont interdites, on ne peut pas vous laisser rentrer. C'est pas toujours facile, ça crée aussi des conflits. Mm. Donc voilà. Après, ce qui a été un peu difficile au sein de l'hôpital, c'est que je trouve qu'il n'y a pas. C'est une remarque qu'on se faisait avec tous mes collègues, on n'a pas vraiment eu de consignes claires en fait. Par exemple, par rapport aux salles de jeu, à part le fait qu'il a fallu les fermer pendant les 2 mois du premier confinement, on n'a eu aucune consigne en fait. On a vraiment, on a un peu fait, on a tâtonné en fait, on a essayé des choses, on a vu avec nos cadres, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir des consignes vraiment claires et ça nous permettrait aussi de dire ben voilà, Mm. c'est 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 contraignant, mais on nous a demandé de faire comme ça, donc on applique. Ouais. Et c'est vrai que moi j'aurais bien aimé être un peu plus suivie à ce niveau-là, parce que niveau organisation, je ne savais pas forcément au début comment organiser. En plus, étant seule, devoir faire les désinfections à chaque fois, c'est très chronophage. Et je me suis. Je suis peut-être un peu moins stricte que d'autres personnes. Il y a peut-être des choses que je ne fais pas toujours. Franchement, niveau hygiène, peut-être il y a des jeux. Ben, je vais laisser. S'il y a 3 enfants, par exemple, en salle de jeu, normalement, il faudrait que chaque enfant ait ses jeux et qu'il se prépare les jeux. Et ben voilà, moi, des fois, je fais l'impasse sur ça parce que je me dis en même temps, quelle est la priorité et quel est le risque de chance que ces enfants soient contaminés, sachant que beaucoup sont testés dans le service, qu'ils se lavent les mains, qu'ils ont les gestes barrières, que nous, on porte aussi d'équipements adaptés. Quel est le plus important au final? C'est est-ce que les enfants partagent leur jeu ou que voilà, ou qu'on les empêche au final de jouer, qu'on les frustre pour des petites choses comme ça. Mm. Sachant que de toute façon, tous les enfants qui vont en salle de jeu sont des enfants qui ne sont pas contagieux. S'ils ont eu des symptômes, ils ont été testés. Donc voilà, c'est se positionner aussi par rapport à ça, c'est pas toujours facile. Et sachant qu'on a un peu tous notre propre avis personnel dessus, du coup, avoir gardé aussi un regard professionnel, c'est pas toujours facile en ce qui concerne ce sujet, en tout cas, je trouve. Ouais, c'est compliqué. C'est ouais, j'avoue, c'est un nouveau monde. Moi, moi, c'est vrai que moi, je travaille, je suis à mon compte. Je suis plus retournée en structure depuis un petit moment et je vois de loin, je vois mes collègues qui m'en parlent. C'est vrai que c'est compliqué avec les enfants, les parents, cette histoire de masque. Même si c'est nécessaire, c'est difficile hein, pour tout le monde. Une période un peu C'est ça. compliquée. J'ai une cas aussi d'une amie qui a dû accoucher avec le masque. Ça a été très 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 compliqué. C'était il y a quelques mois l'année dernière. Donc très difficile tout ça. Voilà, on attend des jours meilleurs. Et en parlant de jours meilleurs, est-ce que tu as des projets pour la suite? Ah, plus ou moins moyen, long terme, enfin, des trucs fun. Ben là, on a 2 gros projets, en fait. Donc, il y a le premier projet qui est vraiment en collaboration avec ma collègue éducatrice. En fait, on souhaiterait mettre en place un espace, on appellerait ça un espace doux, et ce serait un espace d'inspiration Snoezelen. Espace quoi? Snoezelen. Oui, oui. Alors, en Oh fait, non, ouais. non, avant, espace, j'avais pas entendu le mot. En fait, le premier, on parle d'un espace doux parce que du coup, comme nous, on n'est Oh, pas formé à l'approche, ouais, doux, c'est ça. Comme on n'est pas formé à l'approche Snoezelen, on va se former, mais on ne sera pas non plus, voilà, des experts. On ne va pas utiliser le titre, enfin, le nom officiel d'une approche, alors que nous, on n'est pas forcément légitime en fait pour le faire. donc pour ceux qui Du coup, connaissent pas hein, l'approche Snowzellen et qui sont intéressés, hein, ça nous vient des pays de la Suède, la Hollande, je crois que c'est ça.
Donc ça a Oui, c'est été ça. d'abord créé pour les personnes, les enfants handicapés. Donc maintenant, ça rejoint de plus en plus les structures d'enfants malades et les structures classiques. Et donc, c'est des espaces très liés sur la lumière, le sensoriel. Voilà, donc ça favorise la détente. Et, il y a souvent des thèmes, donc des thématiques, des tentes noires et Mm. des tentes blanches. Voilà, c'est très chouette comme approche. Je vais vous écrire le mot pour ceux qui connaissent pas. Et vas-y, explique-nous un petit peu. Tu Alors, m'entends? du coup, bah, comme tu disais, Ouais, oui, je t'entends. Tu m'entends? tu m'entends? Non. Tu m'entends, c'est bon? Ouais, très peu. Vas-y. Ouais. Oui. Du coup, comme tu disais, en fait, alors, soit ça peut être dans une salle dédiée, soit moi, ce que je souhaiterais faire, en fait, c'est d'avoir un petit chariot avec du matériel pour passer en chambre ou installer en salle de jeu. Donc, c'est vraiment du matériel, du coup, qui est multisensoriel. Donc, c'est souvent du matériel lumineux, avec différentes touchées aussi. Ça peut être des petits picots, ça peut être des choses un peu douces. Et le but, en fait, c'est d'amener à la détente et en fait à la conscience du corps aussi. Donc ça, c'est notamment pour les jeunes enfants et les personnes en situation de handicap. Oui. Donc, d'apprendre à voilà, avoir conscience de son corps, des différents membres de son corps. C'est important dans des Euh, lieux comme ça où à l'hôpital, justement, le corps est mis à mal et où des fois on a l'impression d'être qu'un corps, en fait, à qui on introduit des choses, où on extrait des choses et des fois, bah, juste se rapprocher, voilà, faire quelque chose avec ses mains, le toucher et voilà, se rappeler que le corps aussi, c'est quelque chose aussi de positif et de doux et de bon et que peut avoir du plaisir avec des massages, toucher des choses. C'est vrai que c'est une très bonne démarche. Ça, vas-y, mm, je t'ai coupé. non. Et du coup, alors, à savoir que nous, ce sera pas forcément non plus du Snowzellen pur et dur, parce que pour vraiment pouvoir en faire, il faudrait vraiment avoir un espace dédié, Oui, et on pourra pas forcément, voilà, et ça, on n'a pas à l'hôpital. de nomade pour aller de chambre en chambre, ça peut être sympa. Mm. C'est ça. Et mais du coup, c'est vrai que je pourrais pas souvent, très souvent, par exemple, il y a aussi des matelas à eau, des grosses lampes en fait, avec des lampes qui sont Ouais. comme des lampes de lave en fait, qui font des lumières. Donc tout ça, on n'aura pas, donc ce sera plus du matériel basique, mais on peut faire, au final, on peut faire mettre en place une approche Snow avec même. J'ai rencontré une maman en fait qui est formée à Snow et qui m'expliquait un peu, parce que moi pour l'instant c'est encore un peu flou. Elle me disait que même j'ai un jouet par exemple où c'est un petit miroir que les enfants peuvent tenir. Elle me disait rien qu'avec ça, par exemple, on peut faire du snuzzle rien qu'avec des petites balles. Il n'y a pas non plus besoin d'avoir tant de matériel que ça. C'est aussi un peu le côté commercial, hein, comme Montessori et compagnie, de pouvoir vendre des choses. Donc, voilà, Et tout ça en avant. bah, moi, je travaillais en micro-crèche. C'est vrai qu'en micro-crèche, pareil, on n'avait pas d'espace dédié à ça. Et quand on voulait le faire, donc nous, on a créé des malles, Snozellen, et on se baladait avec notre tente. Et puis, on allait de section en section, enfin de section en section, plutôt de C'est ça. dortoir, parce qu'on n'avait pas d'autres sections. Mais, mais voilà, puis on sortait notre malle Snozellen et qui se remplissait au fur et à mesure du temps, parce qu'aussi, ça a un coût, hein, ce matériel, Oui, oui, très cher. ouais, qui est assez cher. Il y a des fournisseurs sympas aussi qui proposent des trucs bien. Mm. Du coup, donc nous, on souhaiterait mettre ça en place. Après, on voudrait avoir accès aussi à une formation. Donc j'ai contacté une personne et en fait il s'avère que dans la crèche hospitalière de l'hôpital, des formations sont données, donc on va essayer de se greffer à ça. Et la personne qui fait ces formations en fait est directrice d'un multi-accueil qui accueille des enfants en situation de handicap et des enfants ordinaires. Et donc elle nous a proposé aussi de visiter en fait la salle Snozelen du multi-accueil pour nous donner des idées, nous inspirer. Donc c'est vraiment chouette. Oui, c'est bien de Donc ça, faire comme ça à l'aveugle et de se dire, voilà, je vais suivre une formation avant pour proposer quelque chose, avoir des bases solides avant de partir sur, je sais pas sur n'importe quoi, mais au moins savoir, déjà avoir d'autres idées pour savoir comment utiliser cette approche et ce matériel. Mm, Et du coup, le deuxième grand projet, alors c'est quelque chose que, enfin gros, faut savoir qu'à l'hôpital, quand on met en place un projet, il faut réfléchir à pas mal de choses. Il faut que, au niveau
hygiène, ça corresponde, il faut que ça puisse être des objets qui sont lavables, il faut que ça puisse être désinfectable, il faut que tous les cadres soient d'accord. Donc, il faut vraiment monter des projets assez constructifs et réfléchir à tout pour que ce soit validé. Hmm. Donc, l'autre projet que je souhaitais mettre en place, c'est en fait avoir des écharpes de portage pour les professionnels. Trop bien. Et J'adore. en fait, ça paraît tout bête dit comme ça, mais il faut trouver des écharpes qui soient lavables, qui passent dans les machines de la lingerie, donc qui soient lavables à 60. Donc déjà, on peut éliminer les trois quarts des écharpes de portage. Donc c'est tout ça, en fait, il faut prendre en compte tout ça. Et on souhaiterait aussi, du coup, faire intervenir une formatrice, en fait, pour justement nous apprendre, nous former au portage, parce que moi, je l'ai jamais fait et en tant que professionnel, il faut vraiment qu'on propose quelque chose de très physiologique parce que on doit montrer le bon exemple aussi aux parents. Et en fait, ça, c'est dans le but du coup de pouvoir porter les bébés déjà de manière physiologique Ouais. pour l'enfant comme pour nous. Parce que quand on porte un bébé pendant des heures, après, c'est vrai que physiquement, on le sent. Ça nous permettrait aussi de pouvoir faire autre chose en même temps. Par exemple, moi, je pourrais porter un bébé, Ouais. proposer quelque chose à un enfant plus grand en même temps. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants qui ont vraiment besoin d'être portés, d'être contenus. Donc, ça permettrait de répondre à ce besoin. Et Hmm. c'est ça, comme tu dis, maternage proximal. Et on a beaucoup d'enfants aussi Et si qui tu font des RGO. cherchais les infos, je vous ai mis le terme. Hmm. Ça marche. Oui, donc on a beaucoup d'enfants qui ont des RGO et c'est vrai que du coup, c'est le fait d'être dans cette position-là, c'est aussi plus Ouais. adapté pour ces enfants-là. Et Ouais. voilà, donc Très ça, bien. c'est un projet que je souhaite mettre en place, Le lien, pas possible. Mais c'est vrai c'est qu'en plus, chouette. là, par exemple, ouais. Ben, ce qui est compliqué aussi, c'est que là, par exemple, ma cadre m'expliquait que là, ça commence à devenir un peu compliqué au niveau des hospitalisations. Donc, leur priorité n'est pas forcément de voilà, réfléchir à des projets, ce genre de choses, que je peux entendre aussi parce qu'il faut vraiment s'organiser. Et donc, elle me disait, par exemple, pour février-mars, il faudrait mettre un peu tout ça de côté et reprendre peut-être un peu par la suite. Moi, ça me permet aussi du coup de me pencher sur l'écrit, de pouvoir faire mes recherches aussi de mon côté et pouvoir présenter un projet après bien fourni et un projet, un beau projet quoi. Tu passes le concours là de la fonction publique hospitalière. Mmh. C'est bientôt? Alors en fait, ils disent concours, mais au final, c'est pas vraiment un concours. En fait, c'est un dossier de candidature à rendre. Donc il faut faire une lettre de motivation, un CV et après, en fonction de ça, du coup, ils choisissent la personne qui sera titularisé. Ça risque de changer parce qu'on vient de passer. Avant, on était catégorie B en fait dans la fonction publique, et là en janvier, on est passé catégorie A. Donc, ils souhaiteraient D'accord. mettre en place un oral en fait, comme dans la fonction publique territoriale. Et j'avoue que j'espère l'avoir maintenant pour pas avoir à faire l'oral parce que l'oral est assez compliqué. Il faut connaître la fonction publique hospitalière sur le bout des doigts. Pas forcément des choses qui me passionnent non plus, Ouais. honnêtement. Donc si je pouvais l'avoir maintenant et être débarrassée de ça, c'est vrai que ça m'arrangerait. Ouais, ce serait bien. Ouais, je le souhaite en tout cas. Moi, ce que je te propose, c'est que quand ton projet Snozelen et de portage seront bien avancés, c'est que tu reviennes nous en parler parce que ça m'intéresse vraiment. Ce serait vraiment bien. Je travaille aussi en pédiatrie. Est-ce que vous intervenez qu'en pédiatrie? Oui, Véronique, c'est vrai, je l'ai accompagnée pour l'oral aussi. Elle travaille en pédiatrie. Euh, si tu veux répondre aussi, de toute façon, Véronique, là, on arrive à la fin du chat, donc c'est vrai qu'on a répondu à la question au tout début, mais en tout cas, le live, tu pourras le revoir en IGTV. Enfin, tu veux répondre à sa question avant qu'on se dise au revoir? Bah, je pense que Intervenir j'ai en... un projet d'intervenir au néonat. Alors, déjà, je vais parler des OG en général. Donc, où est-ce qu'on peut intervenir aussi au milieu hospitalier? Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc, alors moi, je vais parler de l'hôpital de Strasbourg, hein, parce que après, je suppose que peut-être en fonction des régions. Coucou. Je pense que, je pense que ça change du coup aussi en fonction des hôpitaux, des régions. Donc, nous concernant, on a des EGE en pédiatrie.
On a des EGE en pédopsychiatrie et des éducateurs spécialisés aussi. Il y a un hôpital en fait vraiment dédié à la maternité, à tout ce qui est PMA, voilà, ce genre de choses. Donc là, je sais qu'il y a une éducatrice de jeunes enfants aussi. Il y a une éducatrice de jeunes enfants, ou plusieurs, je sais pas, dans une unité mère-enfant aussi en pédopsychiatrie. Et après, il y a aussi différents services d'intervention à domicile où il y a des éducateurs, mais c'est vrai que j'ai aucun contact avec ces personnes, donc je ne pourrais pas trop expliquer pourquoi ça concerne, mais je sais qu'il y a des éducateurs là-bas en tout cas. Et moi, me concernant, alors je travaille, voilà, en fait pour nous, la néonate fait partie de la pédiatrie et en fait moi, je suis embauchée en tant qu'éducatrice en pédiatrie. Donc ça veut dire qu'en fait, je peux intervenir dans tous les services, dans toutes les unités, même si je suis vraiment rattachée à une unité. Et là, par exemple, justement, avec mes collègues, on a intervenu en néonate pour un enfant dont les parents ne pouvaient pas forcément venir régulièrement. Et donc, on a intervenu pour faire du maternage, en fait, avec cet enfant, le porter pour que, voilà, qu'il ait une présence. Et c'est un enfant qui est hospitalisé depuis plusieurs mois. Donc, ils en ressentaient le besoin. Et en fait, c'est un enfant qui ne peut pas sortir de sa chambre. Donc, ce qui fait que les soignants n'avaient pas forcément le temps de, voilà, de pouvoir prendre du temps pour le porter, en fait. Donc, nous, on est intervenu à ce moment-là. Mais sinon, on n'intervient pas dans ce genre de service. Mais peut-être que dans d'autres départements, c'est possible, je sais pas. C'est à suivre au prochain épisode. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, de toute façon, nous, on va vous laisser. Sarah, merci beaucoup d'avoir Merci à toi. accepté de venir en live nous parler du travail de l'éducateur de jeunes enfants en pédiatrie. N'hésite pas à revenir nous faire un petit coucou quand tu auras d'autres projets, d'autres nouveautés. J'avais pas Georges Clooney sous la main, à la place j'ai mon chat, c'est quand même sympa. C'est encore mieux. Georges Clooney m'avait envoyé un SMS, il n'avait pas pu venir pour participer au live. Bon, ben, en attendant, moi, je vous dis merci aussi de nous avoir écoutés, d'avoir écouté Sarah qui fait un métier vraiment passionnant. Moi, vraiment, ça donne envie. Ça me réconcilie aussi avec l'image que j'ai un peu de l'hôpital. Et le travail, effectivement, on peut être considéré comme un éducateur de jeunes enfants à part entière et avoir vraiment un rôle et une autonomie au sein d'un service même. Ça, c'est ce que tu nous as appris aujourd'hui, donc ça, c'est chouette. Je te souhaite plein de bonnes choses, une bonne continuation, et puis de t'accrocher par rapport à la situation aussi. Et voilà, merci beaucoup d'être venu. Et merci de m'avoir écouté. Il n'y a pas de souci, tu reviens quand tu veux. Je vous mettrai donc le lien vers l'association dont on parlait tout à l'heure en publication. Et sinon, le live, vous pouvez le retrouver comme d'habitude sur mon compte Instagram. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Et puis, de temps en temps, on passera et on répondra. Voilà, je vous dis au revoir à tout le monde. Au revoir, Sarah. Merci beaucoup. Bon Bon après-midi. après-midi. Bon week-end. À bientôt, tout le monde. Merci, Donald. À bientôt. Bye Au revoir. bye.